Vous avez peut-être l'impression que nous traversons actuellement une période chaotique en apparence, mais peut-être aussi la sensation que les médias et la communication n'y sont pas étrangers. John Grisham disait « L'information c'est le pouvoir ». Mais à l'heure de Facebook et Twitter, cette information qui se décentralise devrait nous permettre de changer l'histoire. Il faut mettre en marche les circuits temporels. Mais finalement, que savons-nous réellement des impacts que ces nouveaux outils numériques peuvent avoir sur notre façon de penser? Chaque jour, c'est à 3000 publicités que votre œil est exposé, vous suggérant ou vous dictant quel mode ou voiture vous devriez adopter ou à quelle chaîne YouTube vous devriez vous abonner. Que vous le vouliez ou non, ces techniques de communication façonnent votre manière de vous comporter. Les communicants de l'Élysée, tout comme les rois de la publicité, s'emploient jour et nuit à nous étudier dans le but de nous manipuler et d'orienter notre façon de voter et plus implicitement de penser. Je vous propose donc aujourd'hui de remonter aux origines de la propagande et de la publicité et de découvrir à travers notre histoire les grands principes de manipulation utilisés. Je vous remercie donc pour votre curiosité et vous annonce que dans cette vidéo nous allons parler de manipulation psychologique, d'influence technologique et bien entendu de propagande politique. Alors, sans plus tarder, c'est parti, générique. La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption du comportement au sein d'un public cible. Si les techniques de propagande dans la Grèce ou la Rome antique étaient déjà couramment utilisées, on se souviendra surtout de la propagande négative dont fit l'usage en 341 avant Jésus-Christ Démosthène en présentant Philippe II de Macédoine comme un barbare et un ivrogne. Cette image de propagande sera prise comme une réalité jusqu'au XIXe siècle. Plus tard, les pièces de monnaie et les bornes routières permettront de véhiculer l'image des empereurs romains, prémisse de ce que l'on qualifiera plus tard de culte de la personnalité. Napoléon Bonaparte, comprenant que la conquête du pouvoir passerait par la maîtrise de son image, bénéficiait en plus de la qualité de chef militaire visionnaire, de l'âme d'un publicitaire. En toute humilité, il mettra donc en circulation des pièces de monnaie à son effigie où il sera représenté comme Jules César, profil et coupe de cheveux à l'antique, coiffé d'une couronne de laurier symbolisant la victoire. Il utilisera par ailleurs comme symbole de puissance l'aigle qui sera également repris plus tard par le parti nazi. Au XIXe siècle, l'industrialisation provoque la concentration nouvelle d'une importante main-d'œuvre ouvrière qui cherche à faire entendre sa voix au travers du mouvement socialiste. Les leaders du mouvement cherchent à provoquer chez les ouvriers une prise de conscience de leur situation afin de les amener à l'action collective. Au tournant du siècle, le pouvoir en place doit composer avec cette nouvelle classe. C'est dans ce contexte qu'est théorisée une psychologie des foules, ouvrage dans lequel Gustave Le Bon esquisse les bases de la manipulation des masses. Le pouvoir doit comprendre ce mécanisme afin de pouvoir dissiper les colères ou revendications lorsqu'elles apparaissent, mais aussi l'utiliser à son avantage lorsque cela est nécessaire. Les techniques de propagande ont été codifiées et appliquées pour la première fois d'une façon scientifique au début du XXe siècle. À cette époque, le président Woodrow Wilson veut faire basculer une opinion américaine traditionnellement isolationniste vers l'interventionnisme. Pour cela, il fait appel au Comité pour l'information du public, dirigé par le journaliste George Creel, privatisant ainsi la propagande de guerre. La campagne de propagande effectuée pendant 6 mois est si intense que l'hystérie anti-allemande générée impressionnera l'industrie américaine. On découvrait tout à coup les immenses ressources que l'on pouvait déployer pour influencer l'opinion publique d'un pays entier. Les termes d'esprit de groupe et d'ingénierie du consentement, des concepts importants en propagande appliquée, seront alors inventés. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous avez dû observer que dans mes vidéos, il m'arrive d'évoquer l'influence des nazis sur le reste du monde au cours du XXe siècle.
Que ce soit au travers des prémices de la conquête spatiale, des sciences médicales expérimentales ou du développement d'armes de guerre, les nazis ont connu un réel âge d'or avec, bien évidemment, tout le côté sombre et horrible qu'on lui connaît. Mais s'il y a bien un domaine où les nazis ont exercé leur talent d'une main de maître en repoussant les limites de l'imaginable, c'est bel et bien en ce qui concerne les techniques de propagande. Lorsqu'Adolf Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933, celui-ci avait déjà compris l'intérêt de prendre un contrôle global des médias afin de véhiculer des messages répétés. Pour pouvoir se débarrasser de ses rivaux et au nom de la protection du peuple, il a alors recours à la suppression de plusieurs droits fondamentaux comme le droit de grève, de se rassembler, mais également le pluralisme politique. Afin de maîtriser parfaitement toute sa communication, le ministère de l'Éducation du peuple et de la propagande du Reich est créé le 11 mars 1933. Joseph Goebbels est nommé ministre et se voit confier comme mission de contrôler l'ensemble du secteur culturel et des médias et de les mettre au service de la propagande nazie. S'ensuivra alors une censure d'œuvres d'environ 300 auteurs, comme Jack London, Sigmund Freud, Karl Marx, considérés comme nuisibles à l'idéologie. L'art aussi se retrouve censuré. Van Gogh, Picasso en feront les frais. Préférence nationale oblige. Je ne suis pas raciste. Le cinéma, et notamment les dessins animés, les films de fiction et les films historiques, sont utilisés comme vecteurs de propagande. Si Goebbels considérait le cinéma comme l'un des moyens de manipulation des masses les plus modernes, pour ce qui est de la radio, il redoublait d'inventivité et n'hésitait pas à recourir à des techniques modernes pour appuyer ses idées. La voix d'Hitler ne passant pas bien sur les ondes. Il a alors l'idée de la faire modifier par un ingénieur du son pour qu'elle porte mieux. L'opération est un succès et le procédé deviendra par la suite communément réemployé. Dans une ultime tentative en juin 1944, les médias du Reich mettront l'accent sur l'usage des armes de représailles, comme la fameuse fusée balistique V2 destinée à écraser Londres. Cette fusée, je suis sûr que vous la connaissez car je vous en ai déjà parlé, tout du moins de son inventeur, Werner von Braun. Vous savez, l'ingénieur nazi récupéré par les Américains à travers l'opération Paperclip et qui développera par la suite le lanceur Saturn V. Et oui, on ne le dit pas assez, mais le plus gros lanceur jamais utilisé est avant tout la démonstration de l'ingéniosité germanique. Suite à la Seconde Guerre mondiale et à l'instar du régime nazi, les États-Unis et l'Union soviétique ne feront pas dans la dentelle. Les deux camps emploieront intensivement les médias de masse pour influencer leurs propres citoyens et les nations du tiers-monde. Rappelez-vous dans ma vidéo « Et si nous n'étions pas allés sur la Lune ?», je vous racontais comment ces deux camps s'étaient livrés une guerre sans merci, notamment dans la course à l'espace, alimentée par des campagnes de communication galvanisant leurs peuples respectifs. Les deux blocs s'affrontaient à coups de communication, et pendant que la presse américaine dénonçait l'invasion soviétique en Afghanistan, la presse soviétique félicitait les braves soldats venant en aide aux Afghans. Inversement, en 1986, la presse occidentale soutenait les raids aériens sur Tripoli et Benghazi, Mon dernier single dans un char tombe dans les rues de Tripoli. alors que la presse soviétique les qualifiait d'attaques meurtrières sur des civils innocents. En utilisant la station de radio Voice of America, on verra à cette période émerger la notion de diplomatie publique, une communication destinée à donner une image favorable des États-Unis et de leur système aux populations. Le 11 septembre 2001 a sans doute été le déclencheur d'un changement radical, profond de la perception, jusqu'alors limitée, que les officiels américains avaient de la diplomatie publique. En réponse aux attaques terroristes, l'administration Bush relancera la guerre des mots et des images, se donnant les moyens d'une nouvelle guerre des propagandes. Dans ce contexte, Charlotte Beers, ex-chargée de produits pour la société Uncle Ben's, devient responsable de la nouvelle campagne promotionnelle en faveur de l'Amérique. Si vous pensez que l'utilisation d'un visage noir avec le nom rassurant d'Uncle Ben sur un paquet de riz n'est pas parfaitement pensé, dites-vous que lorsque la marque fut créée, vous achetiez votre riz en vrac chez un épicier. Pour les industriels vous détaillant dans un emballage alors un riz marketé, vous rassurer sur l'identité de ce nouvel épicier était une façon de vous attraper dans leur filet. Trêve d'aparté. Inspiré par son expérience du marketing et en développant une dimension nouvelle de la diplomatie publique, la notion de nation branding apparaît. Cette expression renvoie à la capacité d'un pays à promouvoir sa marque et l'ensemble des dimensions qu'elle englobe, culturelles, diplomatiques ou encore militaires. Entre publicité et communication politique, il n'y a parfois qu'un pas. En 2003, Colin Powell, retenez bien ce nom, on en reparlera, emploiera également la notion de soft power pour décrire la capacité d'un acteur politique
État, entreprise ou institution internationale d'influencer indirectement le comportement d'un autre acteur pour ses propres intérêts à travers des moyens non coercitifs. Pour résumer, contrairement au hard power, l'idée c'est influencer mais sans bombarder. Vous faites peut-être partie des 2,3 milliards d'utilisateurs mensuels de la plateforme américaine. Si c'est le cas, attention, je préfère vous le dire, vous êtes plus sujet aux problèmes d'addiction, de dépression et de polarisation politique. En tout cas, selon une étude publiée par les universités de Stanford et de New York. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont sélectionné 2800 utilisateurs de Facebook, la première moitié d'entre eux continuant à utiliser le réseau social, alors que la seconde moitié s'est déconnectée. Après 4 semaines d'expérience, le groupe déconnecté est apparu, évidemment moins informé sur l'actualité, mais chose plus étonnante, ses membres sont apparus moins radicaux et moins tranchés dans leurs opinions. Facebook incite à prendre position dans les débats, encourage les commentaires et provoque chez l'utilisateur le sentiment qu'il doit se positionner. De nombreux penseurs comme Noam Chomsky ont analysé et théorisé les techniques utilisées pour orienter notre façon d'adhérer à certaines idées. Tout d'abord, vous devez émouvoir l'opinion publique et encore mieux, véhiculer un sentiment de peur. En 1990, une jeune femme témoigne les larmes aux yeux devant le Congrès américain qu'elle a assisté à des atrocités au Koweït, et notamment qu'elle a vu les soldats irakiens tirer sur des bébés en les enlevant des couveuses. Tu n'as aucun amour propre. Je te méprise. L'histoire est inventée, mais elle est répétée par George Bush père et servira à justifier l'entrée en guerre contre l'Irak. Plus tard, on apprendra que la jeune femme était en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Fabriquer de fausses preuves ou faux documents ou même manipuler les chiffres est légion quand il s'agit de légitimer une intervention armée. Le 5 février 2003, afin de motiver le second volet de cette guerre, on se souvient tous du discours de Colin Powell, secrétaire d'État américain, tenant une prétendue capsule d'anthrax lors d'une session du Conseil de sécurité des Nations Unies et prétendant que l'Irak est susceptible de posséder des armes de destruction massive. La suite, vous la connaissez. Revenons à un peu de légèreté avec cette technique que l'on nomme communément l'appel à l'autorité et qui est particulièrement d'actualité, à vous d'en juger. On se souviendra bien évidemment en 1986 de Pierre Pellerin, médecin expert en radioprotection, nous expliquant que le nuage radioactif de Tchernobyl avait évité le sol français. Mais non, mais c'est pas la peine de ramener à l'ancienne unité qui était le Curie. La plupart des personnes qui connaissent cette question parlent en Curie, je continue à parler en Curie. À moins de 2,5 becquerels par mètre cube ce matin. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Son statut et son discours rassureront à l'époque les téléspectateurs qui ne se priveront pas pour consommer les légumes de leur jardin. Dans un monde sans cesse plus complexe, il est toujours surprenant, voire amusant d'entendre certains raccourcis ou généralités appelés la simplification exagérée. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un maintenant. Puisque je vous ai tout dit. Pensez-vous réellement qu'émettre des réserves sur la 5G, notamment en termes d'écologie, de transformation sociétale, mais également d'un point de vue sanitaire, est synonyme de retour au XVIIIe siècle? Le slogan, cette brève expression facile à mémoriser et donc à reconnaître, permet de laisser une trace dans tous les esprits. Allez, florilège, et je précise évidemment qu'ici, il n'est pas interdit de rigoler. Le changement, c'est maintenant. Ce que je veux. Au secours. Le bruit, l'odeur et La pêche, mais avec vous. Le glissement sémantique consiste à remplacer une expression par une autre afin de la décharger de tout contenu émotionnel et de la vider de son sens. Frappe aérienne pour remplacer bombardement. Dommages collatéraux à la place de victimes civiles. Libéralisme, capital illimité. Solidarité à la place d'impôts. Pédagogie préventive à la place de répression policière. Vidéoprotection à la place de vidéosurveillance. Le glissement sémantique est, selon Orwell et son concept de la novlangue, une façon de modifier la pensée, car en changeant le sens des mots ou en modifiant certaines expressions, émettre certaines opinions devient impossible. L'appauvrissement du vocabulaire entraîne un appauvrissement des idées et par conséquent, à terme, l'impossibilité de se rebeller. Dans son roman 1984, Orwell dénonce clairement les mécanismes de propagande.
les personnages évoluent dans un régime totalitaire où le langage est constamment corrompu par des manipulations politiques et l'histoire constamment réécrite pour adapter le passé aux objectifs politiques du moment. L'histoire étant sans cesse revisitée, la version officielle n'est absolument pas le gage de la vérité, tout du moins dans cette temporalité. Nous sommes en guerre. Je remercie tous ceux qui pensent à mettre un pouce et un commentaire car avec ce nouvel algorithme YouTube, c'est la seule façon d'aider mes vidéos à avoir de la visibilité. Je vous dis à très vite et plus que jamais gardez l'esprit ouvert car la vérité est alternative.